Sur le cutting, en fait, je voulais connaître entre la période qu'il a connue de haut niveau et maintenant l'importance qu'a pris tous les paramètres comme la préparation mentale, la préparation du cutting, la préparation physique, qu'il n'y avait peut-être pas il y a 20 ans, et quel est pour lui je ne dirais pas en pourcentage, mais est-ce que tu trouves que ça a pris beaucoup de place, tous ces critères-là? Déjà, par exemple, le cutting est super important maintenant, on s'en rend compte parce que il y a des gars, quand même des gros cuttings qui sont faits en MMA. La prépa mentale aussi, est-ce que tu trouves que c'est des facteurs vraiment à prendre en compte pour préparer des combattants qu'il n'y avait pas forcément avant et chacun se démerdait comme il pouvait, quoi. Voilà, ma question, c'est ça. Est-ce que tu trouves que ça a pris beaucoup d'importance, toute cette prépa-là? Ok. Bien sûr, plus le sport est devenu pointu, plus c'est des détails qui font la différence et plus ces secteurs-là ont pris de l'importance. La prépa physique, ça fait très longtemps, je pense, dans le MMA, qu'on a pris conscience que la prépa physique était essentielle pour un sportif de haut niveau, encore plus dans un sport qui demande des efforts différents, qui fait appel à plusieurs filières énergétiques. Et donc forcément, la prépa physique, je pense que dans le MMA, c'est un des sports où elle a le plus évolué. En 20 ans, en 25 ans de sport professionnel, ou 30 ans maintenant de sport professionnel en MMA, on a vraiment vu une grosse différence au niveau de la prépa physique. Et je pense que de tous les sports, c'est un des sports où la prépa physique a le plus évolué. Et aujourd'hui, même à l'étranger, les secteurs comme la NFL ou la NBA font appel à des coachs de MMA parce qu'ils sont super pointus. Et donc ouais, pour moi, c'est le secteur où le MMA a vraiment évolué le plus, c'est la prépa physique. Après, il y a des domaines comme la prépa mentale, où on voit que ça a pris une certaine importance aussi, parce que c'est un sport de combat, et qui dit sport de combat dit énorme pression. Je pense que dès lors où on fait un sport où l'intégrité physique est mise en danger, forcément, ça titille tout un tas de sentiments, d'émotions qui ne sont pas forcément titillés par d'autres sports. Tu vois, un tennisman, il sait qu'il a un gros tournoi le samedi, ça ne va pas le faire stresser plus que ça. Alors que quand tu sais que tu vas aller taper à l'UFC le samedi et qu'il y a un mec qui s'entraîne depuis 2 mois pour t'arracher la tronche, c'est pas la même chose. Tu vois. Ouais. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que la prépa mentale a pris énormément d'importance dans le MMA de haut niveau. Et aujourd'hui, il y a énormément de sportifs qui font appel à des préparateurs dans ce secteur-là. Après, comme c'est un sport très viril et que la prépa mentale a été, pendant très longtemps, ça a été perçu comme une faiblesse, un aveu de faiblesse. En gros, si j'ai besoin d'un coach mental ou d'un psy ou d'un machin, c'est parce que je suis faible. Ça a été tabou pendant très longtemps. Là, aujourd'hui, ça se démocratise et les sportifs de haut niveau se rendent compte que c'est pas parce que tu as besoin d'un coach mental ou d'un psy ou d'un... C'est pas un aveu de faiblesse. Ouais, c'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, tu fais appel à ces mecs-là pour renforcer et devenir encore plus fort que tu ne l'étais, tu vois. Ouais. Donc, il y a une grosse diff à ce niveau-là aussi. Ouais. Et pour revenir au cutting, alors le cutting, c'est particulier parce que la majorité des coachs, on est archi contre, en fait. La majorité des coachs, on est archi contre. On est bien conscient que c'est un danger rajouté au sport, qui est déjà dangereux, tu vois, potentiellement dangereux. Comme je disais, on a 2 mecs qui rentrent dans une cage pour s'arracher la tronche, donc forcément c'est dangereux. En plus de ça, tu rajoutes de la difficulté et de la dangerosité parce que tu déshydrates 48 heures avant l'événement, 48 heures avant de te taper avec ce mec-là, pour faire un rebond hydrique et pour pouvoir faire le poids, et même plus que le poids de ta catégorie. Donc c'est vrai que
pour un coach, pour la plupart des coachs, c'est une aberration et c'est même dangereux pour la santé du mec. Mais si tu veux pratiquer ce sport-là à haut niveau et que tu veux pas partir avec un sérieux handicap de poids, tu es obligé de t'y plier. Ouais. Donc c'est un peu bâtard, tu vois. Ouais, on se retrouve dans une situation où tu as envie d'aller combattre, sachant que l'adversaire, lui, s'il fait un bon cutting, il va avoir un avantage de poids indéniable sur toi, donc tu es forcé de le faire. Le problème, c'est que chez les amateurs, et pas forcément au meilleur niveau amateur, déjà, il y a des gros cuttings. Moi, je remarque, chez des élèves, comme tu dis, les coachs, des fois, on n'a pas le contrôle, et d'eux-mêmes, pour eux, c'est aller à la compétition, c'est faire un gros cutting. Alors, le cutting en amateur, c'est de la bêtise pure et dure, parce que les avantages que tu peux gagner en poids, tu les perds en conditions physiques, parce que si tu te déshydrates le jour même de la compétition, bah, tu perds tous les bénéfices d'un point en plus, tu vois. Donc là, c'est bête, là. Et malheureusement, comme les amateurs, souvent, prennent exemple sur les professionnels. Ouais, c'est ça. Et ils se disent, je vais faire comme lui, il a perdu 10 kilos pour la pesée, moi je vais perdre 5 kilos. Bah non, si tu perds 5 kilos le jour de la compétition, tu tires, c'est pas une balle que tu tires dans le pied, c'est le chargeur entier. Tu vois. Donc Et ça fait aussi partie du MMA moderne. Contemporain, c'est que les mecs ils sont obnubilés par le cutting. C'est ça. Plutôt que de peut-être changer son style, être moins frontal, prendre moins de coups, miser plus sur la technique que un avantage de poids, tu vois. Ouais. Tu prends Frankie Edgar, ça a été un champion, un grand champion de l'UFC, qui a régné dans sa catégorie pendant un certain temps, qui était un très très grand champion. Et lui, il n'était pas du tout partisan du cutting, il arrivait à combattre à haut niveau sans faire de cutting. Donc c'est possible, maintenant il faut avoir le style qui va avec. C'est sûr que si tu es frontal et que, ton style il est rugueux et que tu imposes une épreuve de force à ton adversaire et que tu as un déficit de poids, à un moment donné, ça va casser, tu vois. Mais non, moi, je suis pas un gros partisan du cutting. Moi. Non. Mais tu es obligé, malheureusement, de le... Ouais, puis on a vraiment l'impression que c'est rentré dans les mœurs. C'est forcément, tu combats, tu fais un gros cutting pour y arriver, quoi. Psychologiquement, beaucoup se sont mis ça dans la tête, quoi. Ouais, et alors que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Après, je pense que pour vraiment protéger les amateurs, il faudrait dépeser le plus près possible du combat pour limiter justement ces gros cuttings. Parce que en amateur, logiquement, encore une fois, en amateur, ça se fait pas le cutting parce que c'est trop fatigant pour l'organisme et généralement c'est un cutting le jour même de la compétition pour un sport comme le MMA où il y a de l'explosion mais aussi une partie d'endurance, tu vois. Tu te tires des balles dans le pied, en fait. Tu vas faire peut-être 3 kilos ou 4 kilos plus que ton adversaire, mais au détriment de ta condition physique. Oui, bien sûr.